Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind the Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler avec vous de l'économie, de la bourse, de ce qui s'est passé la semaine dernière et essayer de se projeter dans la semaine à venir. Regardez ce que les marchés nous réservent. Ici, on va ajuster notre stratégie d'investissement. En gros, tout ce qui est lié à la bourse, à la finance personnelle, investissement sur les marchés financiers sera évoqué aujourd'hui. Vous voyez, c'est ambitieux comme objectif. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai préparé plusieurs sujets. Le sujet principal, ça sera les trends long terme sur les marchés financiers, parce que nous parlons déjà pas mal de moyen terme, court terme, parce que l'année 2022, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on va voir un petit peu dans un périmètre beaucoup plus long terme et voir où peuvent aller les marchés dans un pire des scénarios ou dans un scénario positif. Nous allons également aussi évoquer les marchés de dette. Vous m'avez posé des questions dans les commentaires qui sont d'ailleurs très très pertinents. Est-ce qu'il faut peut-être investir maintenant sur les marchés de dette? Je vais vous parler un petit peu des ETF obligataires, évidemment, quels sont les risques qui sont liés. On va parler du niveau des taux actuels, parce que ça reste quand même un sujet extrêmement important. On va analyser bien évidemment les discours des membres du board de la Fed. Et aussi, on va toucher les trimestriels qui ont été démarrés il n'y a pas longtemps et qui se passent plutôt pas trop mal pour le moment. Et à la fin de cette vidéo, je vais continuer à vous présenter le service Mind the Cash Premium. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir un screener PEA que j'ai publié au début de ce mois. Bientôt, déjà la semaine prochaine, je vais commencer à publier des nouvelles idées d'investissement dans mes screeners pour le mois de novembre 2022. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai failli te dire conseiller, non, j'ai pas le droit de conseiller, donc j'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, je ne suis pas habilité, je le répète tout le temps. Donc là, je vais vous juste présenter quelles idées j'ai proposées sur mon site dans le screener pour ceux qui investissent dans le cadre d'un package fiscal PEA. On va aussi évidemment regarder les performances, je vais vous donner mon avis, pourquoi j'ai choisi à l'époque ces actions et pas les autres. Donc, comme vous pouvez voir, le programme de ce café de dimanche, comme d'habitude, il est assez chargé. Donc, nous n'allons pas perdre le temps, nous allons commencer tout de suite. On va commencer aujourd'hui par notre traditionnel tableau du bord. Donc, les marchés ont pris pas mal cette semaine. Je parle encore une fois des marchés américains, mais les marchés européens suivent, même si le décalage commence à se sentir de plus en plus. Donc, sur cette semaine, le S&P 500 elle a pris 4,6% et 5,7% pour l'indice Nasdaq. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a plusieurs phénomènes aujourd'hui qui affectent les bourses. Et ce sont les trimestriels et c'est les discours des membres de bord de la Fed. Dans mes petites vidéos shorts que j'ai publiées cette semaine pendant que j'étais à Londres. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce format des petits shorts avec quelques idées flash comme ça pendant la semaine. Je pense que ça peut être assez pratique pour continuer à communiquer pendant la semaine et pas uniquement pendant mes vidéos du week-end. En fait, ce que je disais, c'est que les discours de la Fed continuent à affecter peut-être de plus en plus les marchés financiers. Même les trimestriels viennent en deuxième place. Les trimestriels, évidemment, c'est important. On les regarde beaucoup parce que maintenant, c'est les trimestriels qui intègrent vraiment le phénomène de l'inflation, tous les phénomènes macro que nous vivons aujourd'hui. Parce que, évidemment, les mondes micro et les mondes macro, ils vivent ensemble, et donc du coup la macro affecte la micro, et d'ailleurs vice-versa aussi, c'est équivalable. Et donc dans ce contexte inflationniste, dans ce contexte des taux élevés, comment se comportent les entreprises? Évidemment, on attend les discours des CEO des entreprises, quelles sont leurs prévisions. Pour le moment, les choses se passent plutôt pas mal. Après, c'est les banques qui ont publié au début. Les banques, c'est pas forcément très représentatif. N'oubliez pas que deux secteurs, il ne faut pas peut-être trop s'emballer. Ce sont des banques, les assurances, bien évidemment, parce que ce sont des secteurs très proches, parce que ce sont des premiers secteurs à tirer le profit des taux élevés. Attention, est-ce que cela veut dire que d'investir aujourd'hui dans les banques, c'est une opportunité? Peut-être, peut-être. D'ailleurs, dans mes screeners de Mind the Cash Premium que je publiais le mois dernier, il y a eu des banques. C'est rare que je les propose, mais
c'était parmi des idées d'investissement pour ce mois-ci. D'ailleurs, c'était pas une mauvaise idée finalement. Bon, après coup, c'est facile toujours à dire. Mais il y a un mois, j'ai pris quand même un certain risque parce que les banques, certes, ils sont sensibles aux taux d'intérêt dans le bon sens, parce que quand les taux sont élevés, c'est bien pour les banques et surtout c'est bien pour les assurances. Les sociétés financières, elles tirent profit des taux élevés, mais par contre, au même temps, les banques, ce sont des proxys d'économie réelle. Donc quand l'économie réelle, quand la macro, elle va pas bien, les banques ne vont pas forcément aller très très bien. Après, il y a des tendances court terme, moyen terme, long terme. Donc sur le moyen terme, je suis assez sceptique par rapport aux banques, mais dans tous les cas, à court terme, elles performent plutôt pas trop mal. Pour les assurances, d'ailleurs, pourquoi c'est un peu différent? Parce que les assurances, c'est plus le marché de dette. Les sociétés d'assurance, ils détiennent énormément d'obligations. Quand les obligations proposent des rendements plus intéressants, c'est très bien pour les assurances. Donc du coup, si vous êtes intéressé par le secteur financier, moi, je me dirigerais plus sur le secteur des assurances plutôt que le secteur bancaire. Évidemment, si vous anticipez que les taux vont rester suffisamment élevés, si on ne va pas repartir sur le nouvel programme de QI et les taux vont retomber à zéro. Donc si ce n'est pas votre scénario, dans ce cas-là, vous êtes dans un scénario que les taux vont rester peut-être pas aussi élevés qu'aujourd'hui, mais ils vont rester sur des niveaux relativement élevés par rapport aux dernières années. Donc du coup, le secteur d'assurance, ça peut être un secteur sur lequel vous pouvez regarder précisément. Voilà, donc du coup, il y a deux phénomènes qui affectent actuellement les indices mondiaux. C'est les discours de la Fed, parce qu'il y en a eu de tout, on a entendu de tout aujourd'hui. D'un côté, on a eu James Bullard qui affecte traditionnellement beaucoup les marchés, qui change d'avis très souvent aussi. Il disait que probablement le cycle de la hausse des taux sera terminé au début de l'année prochaine. C'était l'anticipation du marché, et donc du coup le marché l'a très bien pris. Après, il y a eu un autre membre du board qui a dit presque l'inverse, qu'il s'attend en taux bien au-delà de 4% vers la fin de cette année déjà, donc bien au-delà, donc combien? 5? 6? Voilà, donc on va voir. Ça a déçu le marché, donc vous souvenez, genre c'est jeudi, je crois que c'était jeudi, en fait, la tendance justement après ce discours, la retombée en forte baisse. Donc on entend tout, donc visiblement il n'y a pas un accord au sein de la Fed, donc il y a visiblement les différents avis, à moins qu'ils jouent un petit peu la politique, c'est possible aussi, c'est une organisation semi-politique, semi-financière, on va l'appeler comme ça, et donc on peut s'attendre effectivement à des différents discours un petit peu contradictoires. Donc le marché il est très sensible à ces discours, et le marché est sensible aux trimestriels qui sont pour le moment bons. Qu'est-ce qui a attiré mon attention? Mon attention est attirée principalement par les publications des chipmakers, en fait c'est les semi-conducteurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a vraiment une véritable guerre entre les États-Unis et la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Et pour le moment, cette guerre commerciale, cette guerre économique, elle n'affecte que très peu ce marché. Le marché, il est vraiment super classe. C'est un de mes secteurs préférés, de loin. Parce que, comme je dis toujours, que le semi-conducteur, c'est le pétrole du XXIe siècle. Donc là, on en aura besoin. Il y a beaucoup de concurrence dans ces entreprises, mais chaque semi-conducteur a ses particularités. Donc il y en a beaucoup qui font des outils pour les semi-conducteurs. En fait, ils font de l'infrastructure pour fabriquer les processeurs, pour fabriquer les chips. Et donc, du coup, ce n'est pas nécessairement les mêmes dossiers à chaque fois. Il y a des idées, d'ailleurs, dans ma précédente publication de Mind the Cash Premium, j'en ai eu des semi-conducteurs dans ma liste de sélection. Il y en a certains qui sont presque value aujourd'hui. Je ne parle pas du Intel, je parle d'autres valeurs, parce que Intel, c'est vraiment un dossier un petit peu compliqué. C'est un dossier pour ceux qui veulent jouer le retournement, éventuellement les dividendes. Si on anticipe que le dividende, qui est très attractif au cours actuel, sera maintenu par le dirigeant de Intel. Mais dans tous les cas, ce secteur où il faut être présent en 2022. Ça, c'est clair et net, en tout cas pour moi. Donc, sans les semi-conducteurs, on ne pourra pas avancer parce qu'il y a vraiment tous les secteurs. Même les énergies renouvelables, même les voitures électriques, et sans même parler de Metaverse qui se développe malgré tout, malgré toute cette crise, tous ces startups se développent, et là ça nécessite énormément de semi-conducteurs, parce que vous imaginez, si Metaverse fonctionne, et pour moi c'est juste une question de temps, c'est pas une question si, c'est une question quand, donc cela veut dire que le besoin pour les semi-conducteurs va littéralement exploser, et même en ayant toute cette concurrence assez rude dans ce secteur,
il y aura de la demande qui sera largement suffisante. Après, il y a beaucoup de politique, il y a tous ces sujets, Chine, les États-Unis, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Évidemment, Taïwan qui rentre en jeu parce que vraiment le premier, le top des tops, c'est Taïwan Semiconductor. Mais ce secteur où il faut être de manière diversifiée, si vous voulez, même peut-être un peu même moins diversifié, vous pouvez faire du stock picking dedans. Par exemple, il y a clairement des leaders, typiquement Nvidia, Nvidia qui est très cher. Je veux juste être très clair que les valeurs comme Nvidia aujourd'hui, ils s'échangent avec des multiples extrêmement élevés, même après la chute de bourse, après la chute du titre en bourse, elle reste encore très très chère, mais ce n'est pas le cas pour d'autres semi-conducteurs. Donc faites un tri dans ce secteur. Et moi, je pense que dans Mind the Cash Premium, je vais démarrer les screeners pour les semi-conducteurs. En fait, juste pour vous rappeler que la structure du projet Mind the Cash Premium, qu'il y a 4 screeners que j'update tous les mois. Donc, il y a 3-4 valeurs de sélection de mes valeurs préférées selon le profil d'investisseur. Et après, il y a des screeners par secteur. Donc, il y a pour Metaverse, voiture électrique, édition de génome, les énergies renouvelables. Pour le moment, je n'ai pas de semi-conducteurs, mais je pense que c'est une ratée et c'est quelque chose que moi, je vais corriger prochainement. Après, il y a aussi des screeners stratégiques. Donc, c'est par exemple tout ce qui est short squeeze, les actions préférées des gérants des fonds. Bon, ça se développe, donc du coup je rajoute de plus en plus de screeners, mais dans tous les cas, il y a une partie, si vous voulez, statique, et une partie dynamique que je mets à jour tous les mois, donc ce sont des idées du mois, et après, juste la liste des valeurs par secteur avec quelques commentaires, ce que je pense par rapport à ces valeurs, si jamais, c'est évidemment si j'ai un avis. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que n'oubliez pas de mettre un like, s'il vous plaît, c'est super important pour développer cette chaîne, pour que je reste motivé de faire ces vidéos de café de dimanche et pas que. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like et partager cette vidéo avec vos amis si ils s'intéressent à la bourse, à la finance. Voilà. Même s'ils ne s'intéressent pas, peut-être ils vont commencer à s'intéresser avec nous. Voilà. Donc, on a parlé des marchés et maintenant, je vais regarder l'analyse technique. Et cette fois, on va le regarder de point de vue long terme. Vous voyez, j'ai essayé de dessiner une ligne de trend qui prend sa source en mars 2009. C'est le point le plus bas de la crise de subprimes. Donc, certains parmi vous, j'imagine, n'étaient pas encore même sur les marchés à cette époque-là. Eh bien, cette ligne de tendance, elle me paraît quand même assez pertinente pour analyser si vous êtes un investisseur à long terme pour décider où les marchés vont aller. Nous avons la ligne la ligne moyenne mobile de 200 jours qui est régulièrement testée, donc souvent on passe pas le test, donc du coup on rebondit aussitôt. Mais par contre, les grosses crises, comme la crise de subprimes, ensuite c'était la crise de Covid, et aujourd'hui, c'est la grande question que ici je dessine et je pose la question dans les commentaires, est-ce que nous allons casser cette ligne de tendance cette fois-là? Parce que la macro aujourd'hui en 2022, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec les taux élevés, elle est vraiment naze. Parce que pour moi, je reste quand même assez bearish sur les marchés, même si le rebond pour l'instant se déroule en bourse. Je pense qu'on a largement suffisamment d'arguments pour casser cette ligne de tendance et de s'atterrir. Tadadadam, ça c'est une bonne nouvelle parce que si on casse cette ligne de tendance, on s'atterrit exactement sur mes niveaux techniques que je vous ai présentés dans mes modèles avec la correction Elliott ABC que j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Je ne veux pas répéter à chaque fois dans toutes les vidéos mes modèles. Donc évidemment ceux qui font partie des abonnements premium, qui ont acheté l'abonnement, j'ai tous les modèles que je publie sur mon blog. Grosso modo, moi j'attendais les niveaux comme les plus bas de ce cycle de correction, les niveaux 3002, 3000 sur S&P 500. Il est possible, en fait, il y a un gros support sur 2900, mais dans tous les cas, la zone 2900 3002 sur S&P 500, pour moi, c'est une grosse zone d'accumulation. Et là, j'ai des positions optionnelles. Donc là, j'ai vu que vous avez... J'ai l'impression que c'est la dernière vidéo de Café Dimanche vous ont donné le goût au Option Invest, parce que c'est le club d'investissement avec des options que j'ai lancé il y a déjà un peu plus d'un an, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées ces derniers temps. Donc ça, c'est très bien.
Et là, j'ai construit vraiment les modèles optionnels autour de ces niveaux-là, parce que ce sont vraiment des niveaux sur lesquels moi je souhaite d'investir, et j'ai protégé mon portefeuille pour la zone entre 3600 et 3002 pour la descente. Et ensuite, sur la zone de 3200, je vais commencer à accumuler. Donc, si on casse cette zone, dans ce cas-là, je vais accumuler agressivement. Si on ne casse pas, je vais peut-être être un petit peu plus sélectif. D'ailleurs, prochainement, dans le Club Option Invest, je vais publier une vidéo sur une nouvelle stratégie que moi, je suis en train de tester, qui s'appelle les ratio spread pour les options. Et ça, c'est une stratégie qui permet de se hedger et convertir votre stratégie en net débit. Donc, du coup, vous recevez de l'argent quand vous passez cette stratégie. C'est une forme de stratégie de revenus passifs, même si ce mot peut-être n'est pas forcément très applicable pour ce cas concret, mais avec le monde des options, vous pouvez implémenter les stratégies de revenus passifs dès maintenant, sans avoir des millions sur le compte pour toucher les dividendes significatifs. Donc en gros, il y a tout un tas de stratégies. Franchement, je pense que les options, ça va devenir quelque part la norme d'un investissement sérieux très, très prochainement, parce que vous pouvez construire vraiment des stratégies super intéressantes et qui reflètent parfaitement votre point de vue, votre vision sur les marchés financiers. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Si vous voulez rejoindre soit Option Invest, soit Mind You Cash Premium. Et pour information, pour les membres d'Option Invest, je vais bientôt faire les réductions pour les abonnements premium. Parce qu'en fait, finalement, tout est lié. Quand je parle de certaines actions, j'aimerais bien que les gens qui font partie d'Option Invest aient une facilité d'accès au club premium à des tarifs réduits. Donc, ça me permettra de fournir le contenu un petit peu plus complet. Voilà, grosso modo, si on regarde cette ligne de tendance, normalement, là, le niveau, si vous voulez, de 3200, justement, il correspond au plus bas du Covid. Parce que, évidemment, on va pas regarder de manière linéaire, parce que, quand même, les marchés, ils restent ascendants à très long terme. Donc, ce que nous avons vécu pendant la crise de Covid, quand les marchés ont retombé sur 2002, au bout de quelques années, ce niveau, il correspond plus ou moins au niveau 3100, 3200. Ça correspond à mes modèles moyen terme. Vous savez, ce qui est excellent dans cette situation, que maintenant mon monde moyen terme et monde long terme se rejoignent. Donc du coup, il y a quand même de fortes chances que cette correction ait lieu. Après, quel sera l'élément déclencheur? Ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, nous avons cassé pour la semaine le niveau de 3750. Ça ouvre la voie quand même pour avancer beaucoup plus haut sur les marchés financiers dans les semaines à venir. Donc là, je vais prendre sur les daily. Donc du coup, il n'est pas impossible que n'aille tester le niveau 3900 presque, parce qu'il y a une première moyenne mobile qui se trouve au niveau de 50 jours. J'ai du mal à croire que va atteindre la moyenne mobile de 200 jours qui se trouve à 4140. Moi j'arrondis, en général j'aime pas trop être très précis dans l'analyse technique, de toute façon ça ne marche jamais un point près. Donc à 4150 plus ou moins, donc ça c'est vraiment le niveau le plus haut pour la résistance la plus forte, en tout cas ce que je vois sur les marchés aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le moyen terme. Mais dans tous les cas, nous devons redescendre quand même sur cette ligne de tendance long terme que vous voyez, la ligne verte. Donc elle prend sa source encore une fois dans la crise des subprimes. Donc c'est quelque chose de costaud et c'est quelque chose que nous allons devoir surveiller de très près. Deux points de vue de la tendance pure. Voilà, donc je suis content avec cette analyse parce que quand les deux mondes, moyen terme, long terme, et le monde macro se rejoignent, quand même, ça nous donne quand même beaucoup de probabilités que les marchés vont dans ce sens. Et en plus, les modèles techniques que je vous présente depuis le début de l'année, en tout cas, il y a eu, je crois que seulement 2 fois quand ça n'a pas marché, mais tout le reste, c'était très très efficace. Donc du coup, je pense que j'utilise quand même des bons modèles techniques, en tout cas pour cette année dans ce contexte actuel. J'avoue que je m'attendais que cette semaine, on casse 3600 et ça n'a pas arrivé. Mais par contre, je ne m'attendais pas que les trimestriels seraient aussi positifs. Je pensais qu'on devrait commencer à ressentir déjà sur les comptes des entreprises l'impact des taux d'intérêt, l'impact de l'inflation, l'impact quand même d'une certaine... Bon, on ne peut pas encore parler de la baisse de consommation parce qu'il y a quand même aussi la hausse de revenus en parallèle. Donc en fait, tous les phénomènes sont quand même très très inflationnistes et ça fait peur. Pour l'instant, il n'y en a aucun argument pour la Fed pour arrêter son programme de quantitative tightening, donc, et la hausse de taux.
c'est pour ça que je ne pense pas que la Fed apportera des bonnes nouvelles au marché, à moins que ça va être tout simplement pour des raisons politiques, juste pour calmer les marchés. Pour calmer les marchés, encore une fois, vous voyez, nous sommes deux fois plus dans la situation dangereuse parce que si le marché commence à chuter avant la réunion de la Fed, dans ce cas-là, la Fed elle devrait peut-être ajuster son discours. Si les marchés commencent à monter avant la réunion de la Fed, dans ce cas-là, la Fed elle a plus de facilité de dire que oh, non, 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 on va continuer à augmenter encore, encore. Et donc ça va, pour un mois à venir, ça va quand même créer un fond très négatif pour les indices. Bon, comme d'habitude, j'étais très bavard. Et un des risques que moi, aujourd'hui, je vois pour les marchés, c'est le 10 ans, mes amis, parce que le 10 ans américain, il attend vraiment de 4,3%, vous imaginez? Je vous disais que 4000, ça manquait déjà, mais là, on est 4,3, on a même touché 4,4. C'est quelque chose de fantastique. Si on regarde la courbe de taux, vous savez, j'ai déjà expliqué il n'y a pas longtemps, courbe de taux, c'est les différentes maturités qui sont mises sur le même plot de graphique. Et normalement, la courbe, plus la maturité est éloignée, plus le taux doit être élevé. Aujourd'hui, nous observons l'inversion de la courbe de taux. On voit que le taux de 1 an il est supérieur au taux de 10 ans et le taux de 2 ans, même jusqu'à je sais plus jusqu'à quand ça se continue. Voilà, jusqu'à 5 ans, ça continue l'inversion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la récession, elle est dans le marché. La récession est largement anticipée. Donc, de point de vue macro, c'est mauvais. C'est très très mauvais. Donc on a tous les plaisirs. On a l'inversion de la courbe. Les taux sont vraiment super élevés. Donc là, je crois que c'est le plus haut depuis 14 ou 15 ans. Le contexte n'est pas le même. Parce qu'il y a 14 ou 15 ans, on n'avait pas les dettes Covid, on n'avait pas les dettes de subprimes, on n'avait pas toutes ces QI qui ont été accumulées. Aujourd'hui, on a toute cette, on va dire, montagne de dettes qu'il faut refinancer. Et les taux montent. Et les taux montent en parallèle et on ne voit pas la fin parce que la crise en Ukraine, la crise énergétique c'est toujours une question, même s'il y a eu un apaisement, parce qu'il y a eu des discussions aujourd'hui, pas aujourd'hui, cette semaine, à Bruxelles, où ils ont finalement imposé le cap sur le prix de l'énergie. Donc ça va apaiser quand même les tensions. Les réserves sont pleines. Maintenant, ils n'ont vraiment pas plus peur de Poutine avec ses coupures de gaz. On va voir, mais c'est quand même un certain pari sur la météo. Aujourd'hui, là, chez moi, là, dans le sud de la France, ils ont annoncé jusqu'à 28 pour ce dimanche. Donc, on va faire super beau. Est-ce que ça va durer? Tout le monde n'est pas dans le sud de la France. Comment ça va se passer en Suède? Comment ça va se passer en Allemagne? Je ne sais pas. Donc, du coup, quelle sera la météo pour cette année? Et non plus, il ne faut pas oublier que maintenant, l'approvisionnement, il est complètement cassé. Et pour alimenter les réserves du gaz pour cet hiver, on a bien profité quand même du Nord Stream qui maintenant qui a été explosé il n'y a pas longtemps. Et donc, on n'aura pas ce luxe l'année prochaine. Donc, comment on va vivre l'hiver prochain? Bon, il reste encore beaucoup de temps. C'est un peu tôt d'en parler, il est un peu trop de s'inquiéter, mais peut-être qu'ils vont trouver d'autres moyens pour remplir leurs réserves. Mais il faut quand même garder en tête que quand même la situation d'approvisionnement, la structure d'approvisionnement énergétique en Europe, elle a beaucoup beaucoup changé ce dernier temps. Et l'hiver prochain, ça ne va pas être beaucoup trop facile non plus. Même si je pense qu'il réalise tous les problèmes, ils comprennent comment ça va se passer. Je pense que d'ici déjà l'hiver prochain, on verra bien plus clair sur le conflit russo-ukrainien, comment ça va se terminer. Je pense que d'ici là, ça va déjà être fini. On va voir. On va voir. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas se projeter aussi loin. Donc là, maintenant, je reviens donc, du coup sur mes graphiques. Pour l'instant, je reste bearish, oui, malgré la hausse de cette semaine. Il faut que cette hausse soit confirmée. Pour moi, il n'y en a toujours pas de signal d'achat. Les marchés restent toujours baissiers. Donc pour résumer, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il faut investir? Ça dépend de votre stratégie, mes amis, parce que si vous êtes un investisseur bon père de famille, vous achetez une action ou deux actions par mois. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le screener Tranquille Biche que j'ai présenté la semaine dernière, qui fait partie des abonnements premium, il est pour vous. C'est là où je choisis les valeurs tranquilles, les valeurs les plus sécurisées. Et je suis orienté vraiment aux investisseurs qui aiment bien investir de manière très régulière. Une fois que vous avez reçu votre salaire, vous prenez une partie, voilà, vous investissez dans une valeur de qualité. Et là, il y en a beaucoup qui ne sont pas très chers aujourd'hui, donc c'est vraiment un très bon moment pour investir. Surtout, il ne faut pas... En fait, il faut être courageux quand tout le monde a peur, il faut avoir peur quand tout le monde est courageux. Ça, c'est un proverbe. Je ne sais plus qui a dit ça, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, plus intelligent que moi, mais dans tous les cas,
C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Maintenant, on a parlé des taux, et quand on parle des taux, évidemment, je voudrais vous parler des obligations. C'est vrai que c'est alléchant d'investir sur les obligations parce que 4,2, 4,3 sur la dette américaine, ça commence à être intéressant, ça commence à être vraiment sympa. C'est beaucoup moins sympa d'investir sur la dette italienne qui rémunère un tout petit peu plus, mais par contre avec tout un tas de problèmes. La dette française, la dette allemande, toujours n'est pas intéressante, on est toujours sous les 3%. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'avoir 10% d'inflation, et, bon, on n'a pas 10% encore, mais peut-être bientôt. Être rémunéré seulement de moins de 3%, ça ne m'intéresse pas. Aux États-Unis, la situation elle est toute différente parce que l'inflation, plus facile à maîtriser. En fait, l'origine de l'inflation aux États-Unis est un petit peu différente par rapport à l'origine de l'inflation en Europe. En Europe, on est vraiment calé à la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, c'est plus l'échec Biden, ça en plus les différents programmes de stimulus qu'ils ont lancés après le Covid. Après, il y a des pénuries. Bon, il y a beaucoup de choses qui expliquent l'inflation. Mais l'inflation aux États-Unis, on va dire, elle est plus liée à des phénomènes économiques plutôt que géopolitiques, on va dire. C'est pour ça. Je suis un peu plus de confiance dans ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, comme ça arrive souvent, s'en sortent mieux que l'Europe. Ça arrive malheureusement comme ça. Bon, malheureusement, si vous n'êtes pas aux États-Unis. Euh, et euh, la dette, en fait, la dette américaine, maintenant, elle vous offre plus d'intérêt que la dette européenne. Par contre, le taux de change, il faut toujours garder en tête. Parce qu'aujourd'hui, le dollar, elle est extrêmement cher. L'indice de dollar, on est très haut. Donc si vous investissez évidemment dans la dette américaine, vous allez y investir 1 dollar. Et si jamais après le cours euro-dollar s'inverse, vous risquez de perdre tous vos profits sur le cours de change. Après, voilà, est-ce qu'il va s'inverser? Moi, je ne prends jamais des paris sur le devise. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, que moi, je préfère avoir deux paniers, 50-50, à peu près en dollars, euros. Et du coup, je dorme tranquille. Pour moi, c'est très important, même si je suis un peu fatigué après tous mes voyages là. Pour moi, dormir tranquille, ça n'a pas de valeur. Donc du coup, moi, je préfère ne pas m'exposer, on va dire, directionnel sur le taux de change. Et je garde plusieurs devises, même, mais dominé largement par dollars et euros à peu près dans la proportion équivalente. Maintenant, les ETF. Vous pouvez investir de différentes manières sur les obligations, soit les acheter en direct, mais pour les acheter en direct, c'est pas évident parce que déjà, il faut avoir un broker qui est pertinent pour faire ce genre d'opérations. Ce marché il est difficilement accessible aux particuliers, même si ça devient de moins en moins vrai en fait ce dernier temps parce que bon, il y a avec l'opération de nouveaux brokers comme DEGIRO, comme Interactive Brokers, bon Saxo Bank je le recommande pas du tout. Bon, les brokers modernes, grosso modo, ils vous donnent l'accès au marché obligataire. Mais il y a une autre alternative, c'est d'investir avec des ETF. Il y a une grosse différence. Attention, quand vous investissez directement sur une obligation, vous avez toujours une échéance. Donc vous avez un capital qui est garanti dans une certaine période. Quand vous achetez un ETF, vous n'avez pas cette échéance. L'ETF, elle fait quoi? Dès que l'obligation expire, elle remplace par une autre avec une autre maturité. Et après, il garde un certain équilibre de différentes maturités au sein de ce grand portefeuille obligataire. Mais par contre, vous n'avez pas une garantie que votre capital sera remboursé à une date précise. Pour ceux qui investissent de manière vraiment un petit peu dans le style dividende, c'est important. Parce que quand vous êtes sur une obligation en direct, vous savez que voilà, il y a une date, dans 2 ans par exemple, on va me rembourser mon capital. Et donc du coup, tu auras du cash. Mais par contre, avec les ETF, tu n'auras pas ça. Si dans 2 ans, la situation elle est mauvaise pour les obligations, dans ce cas-là, ton fonds va perdre de l'argent et du coup, tu vas être en moins-value. Voilà, donc c'est un peu ça le bémol. Et la différence, elle est quand même super importante parce que généralement, ceux qui investissent sur les obligations, ils veulent percevoir les coupons. Mais ceux qui investissent sur les obligations via les ETF, vous êtes exposés sur le prix du corps de l'obligation, parce qu'en fait, les obligations sont cotées en dollars, en euros, etc. Et après, le taux, il est calculé par rapport à son taux nominal et en fait, la valeur du marché. Par exemple, si l'obligation était émise à 100 dollars, après, elle a baissé de 2 dollars, donc du coup, votre taux, il a augmenté, en fait. Le taux réel que vous allez toucher sur cette obligation, il a augmenté de 2%. Si initialement, elle était émise à 3% et le prix, il a baissé de 2, donc ça veut dire que vous avez 5% pour cette obligation. Et vice-versa, évidemment. Il peut prendre de la valeur, donc du coup, il peut dépasser légèrement 100% si la situation s'est améliorée pour l'actif qui a émis
une entreprise ou à l'État qui a émis cette obligation. Donc du coup, vous allez toucher moins que 3%, vous allez toucher 2,8, 2,5 et tout ça. Voilà, bon, bref, c'est comme ça que c'est coté. Quand vous achetez un ETF obligataire, vous allez être exposé sur ces 100 dollars et pas sur le taux réellement. En fait, parce que donc bon, vous allez être exposé sur le taux parce que la formule est linéaire. Mais par contre, vous n'allez pas être sûr que genre au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, je vais toucher ma somme va être remboursée. C'est un phénomène qui est très important. Donc il ne faut pas croire que vous investissez dans les ETF, qu'au bout d'un moment, vous allez toucher votre capital et on va vous rembourser. Personne ne va vous rembourser votre capital. Si le marché va retomber, genre va partir, on va rester sur les taux élevés, dans ce cas-là, vous allez aussi le risque de ne pas récupérer l'intégralité de votre capital. Donc faites beaucoup attention. Quand on veut investir sur les ETF obligataires, souvent on parle de ce fameux ETF TLT qui propose les obligations américaines à des maturités très élevées. Et donc là, je vous donne juste cette information-là, si ça vous intéresse, si vous êtes quand même déjà pris la décision qu'avec les taux actuels, c'est quand même intéressant d'investir sur les obligues. Mais regardez quand même, vous investissez en obligations et votre rendement year to date, YTD, ça veut dire year to date, il est d'au moins 35%, vous imaginez, c'est quand même fou parce que on pense d'investir sur un truc super sûr et vous pouvez quand même 35%. Il faut quand même faire attention, et ça c'est justement à cause de ce phénomène que je viens de vous expliquer, c'est le prix des obligations de la BCE, vous allez être payé. En fait, les États-Unis vont vous payer au bout de, je sais pas, 10 ans, 20 ans, votre capital. Ça, c'est sûr. Mais par contre, bon, c'est sûr, si les États-Unis n'explosent pas économiquement. Mais par contre, le prix des obligations sur l'année 2022 ont baissé de 35%. Et ça correspond à la hausse des taux. Donc au début de l'année, les taux étaient bien moins élevés qu'aujourd'hui. Et donc du coup, la différence, et voilà, c'est à peu près la différence. La hausse des taux, ça doit être à peu près ça. Et donc, mais cette valeur-là que vous voyez sur votre écran, c'est pas par rapport au taux, mais elle est calculée à partir de la valeur de cette obligation que vous pouvez. Après, je ne sais pas si ça veut dire une valeur d'une émission. C'est la valeur du marché d'une obligation, j'imagine. Parce que c'est très souvent que les obligations sont émises à un cours de 100 dollars. Après, je ne sais pas, c'est un espèce d'un standard sur les marchés. 100 dollars, et après, dès que cotation commence, tous les jours, ça change et ça rajoute, ça enlève un petit pourcentage sur votre rendement réel. Donc, c'est un peu comme avec des dividendes pour les obligations. Par exemple, aujourd'hui, genre, je ne sais pas, Total, il coûte 52 euros. Et avec le cours d'action 52 euros, ça correspond à 6%, disons, je ne sais plus combien, de dividendes. Si demain elle baisse, donc, du coup ça va devenir 7%. S'il monte, ça va devenir 5%. Vous voyez, donc c'est le même principe. Voilà, quelques idées obligataires pour ceux qui s'intéressent. J'avoue que je suis un peu avec vous, ceux qui s'intéressent aux obligations, parce que ça, c'est vrai, c'est une idée aussi que j'ai en tête. Après, il faut que cette idée s'intègre d'une telle ou telle manière dans ma stratégie plus globale. Moi, je pense que je vais y investir, mais à travers, ce qui est rare pour moi d'ailleurs, à travers de différents supports comme assurance vie, comme PEA, de quelque chose à mon nom, parce que moi j'investis en nom dans une entreprise en fait, pour mon entreprise qui achète, quand j'achète les actions, quand je trade, je fais pas ça à mon nom, mais je fais avec une personne morale. Mais pour moi, à long terme, je pense que je vais quand même commencer à m'intéresser un petit peu aux ETF obligataires, à toutes ces valeurs dont je viens de vous parler. Au niveau des prix de l'énergie, le pétrole il est resté plus ou moins stable. Par contre, les prix du gaz ont chuté. Et ça, c'était principalement dû. Bon, ça, c'est le gaz américain, mais le gaz européen en TTF qui a chuté également. C'est principalement dû à des discours au sein de l'Union européenne pour caper le prix du gaz et le fait que, bon, déjà pour l'instant, la météo est bonne. Est-ce qu'il reste bonne? On va voir. Mais déjà, on est fin octobre aujourd'hui. Déjà, il fait pas froid encore, donc déjà, on a passé un des mois à risque, en quelque sorte. Et les prix sont en train de baisser, les réserves sont pleines, on va dire, on réduit quand même significativement les risques que l'hiver sera difficile de point de vue d'approvisionnement énergétique. Ensuite, je voudrais faire un petit détour sur les VIX, c'est l'indice de la peur. D'ailleurs, pour ceux qui traitent les options, il y en a aussi des options sur l'indice de la peur. C'est un indice de la volatilité implicite d'un contrat plus proche sur l'indice S&P 500.
En gros, ça montre la nervosité effectivement des marchés. Il est calculé à partir de marchés d'options d'ailleurs. C'est à partir des options at the money qui sont échangées en bourse pour le contrat le plus proche sur l'indice S&P 500. Ça peut paraître compliqué, mais ceux qui font partie déjà de l'Option Invest, que si vous avez déjà suivi la formation, vous le savez comment ça fonctionne. Donc grosso modo, c'est rien de compliqué, mais c'est juste, ça montre, ça s'appelle parfois l'indice de la peur, et le niveau quand même reste assez élevé. On est toujours proche de 30 malgré que les marchés ont rebondi. Donc cela veut dire que implicitement dans le marché, il y a quand même encore beaucoup d'inquiétude. Voilà, pour résumer cette image macro, les trimestriels sont bons, pour l'instant sont bons, ils sont rassurants. Les GAFAM n'ont pas encore publié, ça va être vraiment très important pour la semaine. Quand les GAFAM vont publier, c'est là on va voir quelle sera la vraie tendance du Nasdaq. Et ça va évidemment, vu que c'est des poids lourds de la côte américaine, ça va donner la direction pour les tendances futures. Ensuite, les discours de la Réserve fédérale, bon ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, ils disent une chose, d'autres ils disent autre chose, et ça change tout le temps, ça affecte beaucoup les marchés. 2 points de vue long terme et 2 points de vue moyen terme, moi personnellement, je reste baissier sur le marché américain. Après, il y a un événement déclencheur, ça c'est une bonne question. Pour l'instant, les choses se passent plutôt bien, mais il y a largement assez de risques qui sont coïncidés au même moment pour justifier justement cette chute des marchés jusqu'à 3000. Bon, chute, il ne reste pas beaucoup à faire, hein, vous voyez, donc il reste juste quelques centaines de points. De point de vue moyen terme, et long terme encore moins, c'est pas grand-chose, hein, donc on peut le réaliser assez vite. Et voilà, donc grosso modo, c'est ça mon view sur les marchés. Je reste sur ma stratégie, je reste investi, j'ai toujours un gros portefeuille que j'ai réduit d'ailleurs avec ce rebond, un tout petit peu. Bon, pas beaucoup encore, je garde quand même beaucoup de positions, mais en même temps, ce portefeuille il est hedgé avec des options, avec des stratégies optionnelles. Et ce hedge que je trade activement ce hedge et qui me permet justement de récupérer une certaine partie d'argent quand les marchés montent. Voilà, c'est ça ma stratégie. Maintenant, je vais passer au screener Premium Mind Cash et aujourd'hui, je voudrais vous ouvrir quelle était ma sélection du mois dernier et on va voir quel était le résultat. Ça, c'est vachement intéressant, n'est-ce pas? Allez, nous allons voir tout cela. Où est-ce que j'avais raison? Où est-ce que je me suis gouré? PEA. Donc, je vais commencer par la valeur qui s'appelle Synergie, je pense que vous la connaissez, c'est un spécialiste de travail temporaire. L'idée fondamentale, c'était qu'avec le marché du travail qui reste quand même extrêmement dynamique, depuis la réouverture du Covid, il y a une grosse pénurie de cadres. Donc moi, je me demandais que peut-être ce type d'entreprise devrait fonctionner très bien. Du point de vue fondamental, je vais faire très rapidement, c'est que l'entreprise, elle n'est pas chère du tout, donc PER, bon ça c'est le PER réalisé, donc c'est pas le forward PER, donc du coup c'est pas extrêmement représentatif. Donc sur le price to sales, on est à quoi? En quart de chiffre d'affaires. La valorisation boursière représente un quart d'année de chiffre d'affaires, 3 mois d'année de chiffre d'affaires, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose extraordinairement sous-valorisé. Donc ensuite, les marges ne sont pas top, mais par contre, attention, les marges dans ce secteur, les marges, il faut faire toujours attention, parce que ça, selon le secteur, les valeurs normales sont différentes. Donc ça, il faut toujours garder en tête. Donc les marges pour une valeur comme ça, c'est pas nécessairement pour ce type de business, je ne m'attends pas à avoir des marges de Google, ça c'est tout à fait normal. Par contre, les rentabilités sont vraiment à un niveau plus que satisfaisant. Vous voyez, en moyenne, ils génèrent de 12,3%. Non, ça c'est pour cette année-là, pardon, mais sur la moyenne sur 5 ans, c'est très proche, donc presque exact. Voilà, donc du coup, si on tient compte de la dette, visiblement la dette elle est très faible parce que la différence entre ROE et ROIC, donc ROE c'est sans tenir compte de la dette et ROIC c'est avec la dette, donc elle est très proche, donc ça veut dire que la dette devrait être pas assez faible, donc c'est vrai. Donc la dette long terme elle est absente. C'était un des arguments forts pourquoi moi je choisis cette valeur, parce qu'avec les taux actuels, quand il faut souvent refinancer la dette, avoir une dette aussi faible, c'est un atout quand même assez important pour une entreprise. La dette totale, qui tient compte de la dette court terme, elle représente quand même 22%, mais c'est vraiment plus que gérable. Et pour le court terme, il y a un autre ratio qui permet de nous un petit peu se projeter, c'est le current ratio, c'est la différence entre les actifs circulants et les dettes court terme. Donc, ça veut dire que les actifs circulants, ou bien les actifs liquides, si vous voulez, sont presque 2 fois supérieurs que les dettes que doivent être payées au sein de cet exercice fiscal, donc pour l'année, quoi. Donc pour l'année, ils ont suffisamment d'argent pour payer leurs dettes court terme. Voilà. Donc,
tout va bien. Il y a un petit dividende de presque 3%, donc c'est pas si petit que ça. Donc il y a encore une année, je trouverais ça excellent. Aujourd'hui, peut-être pas. Voilà, donc ça, c'était une valeur que moi j'ai choisie pour l'investissement dans le PEA. Et nous allons voir maintenant combien on l'a fait. Donc aujourd'hui, il est à 27,7 euros, c'est de la clôture de vendredi. Et là, quand j'ai fait ma publication, elle était à 23,8, mes amis. Ça a pris quand même vraiment pas mal du tout. Donc là, si vous regardez sur ce mois-ci, c'est presque 20%. Vous imaginez? Donc, si vous achetez cette valeur à ce prix-là, vous êtes déjà à plus 20%. Donc, c'était vraiment, je pense, qu'un très très bon choix. La deuxième valeur, c'était le Thermador. C'est une valeur que j'avais déjà dans mon viseur depuis longtemps. Je l'ai analysé il n'y a pas si longtemps. Je ne vais peut-être pas trop me rappeler. Bon, allez, on va revoir vite fait quand même les fondamentaux. Bon, Thermador, je pense que la marque, vous la connaissez. Et c'est un aristocrate des dividendes français. Donc, du coup, il augmente les dividendes depuis plus de 25 ans. Donc, c'est une valeur très friendly aux ceux qui aiment bien investir pour les dividendes. Par contre, le dividende n'est pas fou. Donc, après, ça, c'est important quand même. La valeur n'est pas non plus très chère. Je vais faire très rapidement ce PER. Price to sales 1,4, ça va, c'est pas cher du tout. Les marges sont plus élevées, mais encore une fois, c'est pas le même business du tout, on ne peut pas les comparer. Les rentabilités ici sont bien plus importantes que Synergie, donc ça c'est déjà aussi un très bon point. Dette, elle est encore plus faible, current ratio encore plus confortable, et vous voyez le dividende quand même, bon, c'est facile d'augmenter un dividende comme ça, je pense, c'est pas... Bon, c'est pas pour les dividendes que je m'intéresse, parce qu'évidemment qu'on est en dessous de 2%, avec l'inflation actuelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, Thermador. Thermador, aujourd'hui, il a terminé la séance de vendredi à 80 euros. Et quand moi j'ai fait cette publication, il était à 67,90. Donc mes amis, on va encore regarder sur le graphique combien ça fait en pourcentage. Voilà, et en plus, je n'étais pas encore au plus bas, hein. Vous pouvez voir que là, si vous achetez exactement au cours de la publication, c'est déjà pas mal. Et donc là, ça fait même plus que 20%, vous imaginez? C'est même encore mieux que Synergie. Donc les deux choix, elle était quand même plus que bon pour le mois dernier. Donc est-ce que ça vous donne envie de rejoindre Mind the Cash Premium? J'espère que oui. Tous les détails dans la description. Le prix d'abonnement, c'est 14,99 par mois. Donc il y a tout un tas d'autres choses. Il y a des articles premium, il y a aussi ma lettre mensuelle, il y a pas mal de choses que je publie. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer l'article. Malheureusement, je n'ai pas encore eu pour la terminer. Je n'ai pas eu le temps pour la terminer. L'article sur Meta, je fais une grosse analyse fondamentale et technique sur l'action Meta Platforms. Et donc, il sera publié, j'espère, la semaine prochaine. Voilà. Donc, la troisième sélection, c'était Euronext. C'était un tout petit peu moins glorieux. Mais par contre, attention, tous les secteurs des bourses, que moi, je trouve pour moi, il fait partie des secteurs vraiment défensifs. Aujourd'hui, il est en train de souffrir. Et ça, c'est pas trop mal parce que, vous savez, les bourses, ils gagnent de l'argent sur sur le levier. Donc quand vous investissez à levier, donc il y en a beaucoup qui investissent sur levier, les taux qui sont proposés correspondent aux taux évidemment Libor, des choses comme ça. Vu que les taux augmentent, donc ça veut dire que les profits des places boursières doivent augmenter. Après, il y a deux types de places boursières. Les types des bourses qui traitent les actions, les bourses qui traitent les dérivés, notamment les futurs. C'est pour ça que Euronext, vous la connaissez, j'imagine, c'est la bourse où on traite des actions. Le problème, c'est que quand vous achetez une action sur Euronext, vous avez droit de la revendre sur une autre bourse. Donc du coup, ils ont un petit peu moins d'avantages concurrentiels. En revanche, si vous achetez en futur sur CME, vous êtes obligé de le revendre sur CME. Et donc du coup, pour moi, il y a plus d'avantages concurrentiels sur les places boursières comme CME, où il y a des dérivés qui s'échangent parce qu'ils sont obligés de revendre leurs produits, leurs positions sur le même marché où ils l'ont acheté. Ce n'est pas le cas pour les marchés comme Euronext. Donc c'est une petite subtilité en fait qui joue beaucoup de point de vue l'avantage concurrentiel de ces investissements. Et de toute manière, c'est évidemment le marché extrêmement oligopolistique. Donc les acteurs ne sont pas nombreux, donc les barrières d'entrée sont très importantes. Et donc Euronext, c'est une valeur qui est quand même assez défensive. C'est pour ça que je l'appelle catégorie -1, A-.
Donc cela veut dire que c'est un petit peu l'entrée de gamme de la catégorie A, mais par contre l'action CMI, je vais regarder d'ailleurs, c'est un graphique extrêmement intéressant également, c'est l'action CMI qui fait partie de la catégorie A pure. Et elle est intéressante, là je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si vous investissez uniquement dans le PEA, vous ne pouvez pas acheter les actions CMI, j'imagine. Et Euronext, pour moi, au cours actuel, ça peut être assez intéressant. En revanche, Euronext, tout de suite un disclaimer, c'est que malheureusement, après l'achat de Borsa Italiana, je ne sais pas si je pourrais dire Borsa Italiana, l'endettement, il est extrêmement élevé. Donc ça me gêne un tout petit peu. Allez, Internet, qu'est-ce que tu me dis? Voilà. Donc du coup, ça a baissé, vous voyez, donc c'est 62,94. Et quand j'ai fait ma publication, c'était à 65,10. Donc du coup, il a perdu un petit peu. Mais bon, ça reste gérable pour une valeur comme ça, à des niveaux comme ça. Je pense que moi je ne regretterais pas en fait de l'avoir dans mon portefeuille. Je ne l'ai pas encore d'ailleurs, mais c'est juste parce que c'est pure ma gestion, c'est ma gestion personnelle de mon portefeuille. Donc du coup, je réorganise un petit peu mon portefeuille. Mais Euronext, quand je vais passer à l'achat, il va faire partie de mes premières lignes sans aucun doute. Voilà. Le problème, c'est l'endettement depuis l'achat d'un concurrent italien et ça me gêne, hein. Ça me gêne franchement. Bon, elle est un peu plus chère au niveau de price to sales. La rentabilité, elle est bonne, mais bon, après, la croissance, elle est bonne également. Mais par contre, la dette, vous voyez que c'est 83%. C'est pas fou non plus, mais quand même, ça commence à faire. Ça commence à faire. Donc, ils ont emprunté beaucoup pour acheter, comment dire, à la Borsa Italiana, c'est qui est maintenant courant ratio à 1 pile poil. Bon, après, ils vont pas faire faillite, c'est sûr. Mais quand même, c'est un dossier plus endetté dans un contexte des taux élevés. S'ils seront amenés à refinancer cette dette, voilà, je pense que la question est rhétorique. Donc c'est un petit peu plus sensible dans le contexte actuel. Je vous ai promis de regarder CIMI. CIMI, je dirais, c'est même plus intéressant que Euronext parce que là, il a vraiment beaucoup chuté. Donc vous voyez, donc là, on est vraiment, je ne sais plus à quel... voilà, on est au plus bas depuis novembre 2020 sur une action de la catégorie A. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, depuis le plus haut, d'ailleurs, je l'ai vendu au plus haut, c'est bien, on a perdu 32% presque. L'action de catégorie A, et c'est pas n'importe quoi, c'est une action avec beaucoup d'avantages concurrentiels. On va vite fait regarder les ratios. Bon, elle est bien plus chère, hein, bien plus chère que. C'est pour ça que dès qu'il y a un moite, dès qu'il y a un avantage concurrentiel, price to sales pour moi, ça me paraît quand même vraiment élevé. Il faut en plus vérifier pourquoi c'est comme ça. PE ratio 21, bon, c'est pas très cher, mais c'est gérable. Par contre, les marges ici, c'est le paradis, hein, vous voyez, donc marge brute 100%, marge opérationnelle 58%, c'est vraiment de la folie. La rentabilité, elle est plus faible, mais elle reste quand même assez intéressante. Et pour la dette de 14%, franchement, ici, au niveau d'endettement, il n'y en a aucun problème, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Et vous avez quand même une valeur avec un très très fort avantage concurrentiel qui verse aujourd'hui le dividende de 3%. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord. Voilà pour CMI, si on regarde au niveau de Guru Focus, c'est 86 sur 100, c'est leur score. Piotrowski, il est faible en fait, par contre là, ça c'est étonnant. Bon, bref. Forward PE, c'est ça qui m'intéressait aussi, donc il est à 20. Donc ça c'est bon, c'est proche au PER actuel, donc bon, on va dire outlook des analystes, il est un petit peu plus optimiste que l'exercice en cours. Ouais, price to sales, bon, elle reste quand même relativement chère. EV et EBITDA, elle est raisonnable. 14,8, c'est normal pour une valeur comme ça. Forward, EV EBITDA, elle est 17. Bon, mais ça reste dans la fourchette tout à fait normale. Voilà quelques idées pour vous, pour investir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de valeurs financières et des investissements dans les oublis. Voilà, pour résumer cette vidéo,
La tendance pour moi, en tout cas, ça c'est encore une fois, je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement. Moi, je reste pour l'instant baissier. On est proche quand même au support où il faut commencer à l'achat. Beaucoup de valeurs sont bon marché. Par contre, est-ce qu'il y a une alternative à la bourse? Est-ce qu'il y a une alternative aux actions? C'est la grande question que je me pose souvent dans mes vidéos. Ensuite, les discours de la Fed, il y a les trimestriels, en fait tout rentre en jeu. Aujourd'hui, les marchés sont sensibles à ces deux phénomènes principalement. Ensuite, les taux sont très élevés, la macro reste vraiment naze. Bon, rien n'est réglé, la guerre en Ukraine toujours, il y a toujours les prix de l'énergie, il y a toujours des taux qui montent en flèche. Il y a aussi toute cette histoire politique dans la Grande-Bretagne, même si je ne pense pas que ça va avoir un impact énorme. Voilà, donc grosso modo, on est dans un équilibre macroéconomique qui est assez évident dans tout le monde. Pour l'instant, ça ne se transforme pas dans une crise boursière, on se corrige tranquillement, en mode tranquille biche, ça nous permet de ajuster nos stratégies. Je pense que la hausse des marchés actuels, c'est un rebond technique, c'est la suite d'un rebond technique qui peut aller plus haut. Vu qu'on a cassé 3750, on peut même aller tester 3900. J'ai du mal à croire qu'on puisse aller plus loin, franchement. Mais vraiment, la résistance absolue, donc en fois, c'est 4150. Je n'y crois pas. Bon, après, à voir, donc je peux me tromper évidemment. Voilà, et donc les idées d'investissement, c'est dans Mind the Cash Premium, les détails dans la description. Et si vous voulez rejoindre le club Option Invest, évidemment, je vous attends avec un grand plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. N'oubliez pas de mettre un like avant de partir, partager cette vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire, inscrivez-vous, mettez la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite, ces vidéos que vous avez toutes les semaines. Allez, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Bye bye.